Pour avoir une médaille olympique, il faut s'investir à fond. Et l'appel du large était beaucoup plus fort pour moi. Pas voir la terre, je pouvais pas résister à ces opportunités-là. On était pionnières à ce moment-là d'être la première équipage féminin, les premières femmes à tenter à faire une trophée Jules Verne. Et il y avait pas grand monde qui a cru qu'on était capable. Dans ce monde où on peut quasiment payer pour aller tout faire où tu vois, là on est les privilégiés de l'équipage du Vendée Globe. Il y a très peu de monde qui peut aller voir cette planète qui est encore magnifique. Le Pacifique Sud, c'est tellement loin de la Terre. Il y a tellement peu de monde qui ont eu le privilège de passer par là, qu'il reste encore les points de GPS que personne n'a jamais passé exactement où là je passe. Et cette solitude quand tu es toute seule sur la mer, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu penses que ça a forgé dans ton caractère? Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Sam Davis. Bonjour Sam. Bonjour. Alors, tu as appris à marcher sur un bateau à l'âge de 2 ans. On dirait que depuis, tu n'as pas quitté la mer. Tu as fait des dizaines et des dizaines de courses aux 4 coins du monde, plusieurs tours du globe, 5 je crois, Oui. et une trentaine de traversées de transat. Au-delà de la performance, aujourd'hui, ce que tu recherches, c'est du sens. Tu ne cours pas ou plus uniquement pour le résultat. Depuis 2015, tu soutiens une très belle cause au travers de tes courses, celle de mécénat chirurgie cardiaque, qui permet de sauver la vie des enfants par des opérations du cœur. Et cela fédère une vraie communauté évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi cela te donne encore plus de force et de détermination. Alors tu connais le principe de l'émission, on va explorer ton parcours et puis on va s'intéresser particulièrement à tes émotions, tes apprentissages, tout ce qui fait que eh bien, tu es aujourd'hui la personne que tu es, c'est les décisions que tu as prises au fur et à mesure. On plongera dans ton univers juste ensuite pour tout comprendre. On va essayer de se mettre à ta place. Et on aura quelques informations et illustrations de Rebecca qui viendra agrémenter toute l'histoire. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1974 à Portsmouth, en Angleterre. Je le prononce bien, Portsmouth? Oui, c'est très bien. Pas mal. Parfait. Alors, dès ta plus jeune enfance, tes parents t'ont mis sur un bateau et en t'emmenant se promener avec eux. Quels sont tes souvenirs de ces premières sorties en mer avec tes parents? En fait, j'ai pas de souvenir des premières sorties Ah parce bah, que les je toutes crois que premières, tu avais 2 ans. Oui, ça fait un je peu tôt. crois que je suis née pendant les vacances, estivales qui étaient prévues d'être sur un bateau et du coup, ils m'ont emmenée sur le bateau, dans ma petite boîte de bébé, donc j'ai pas de souvenir Non, des tu pas de premiers souvenir des pas. premières, mais tes premiers souvenirs à toi? Après, oui, j'ai les souvenirs et je pense que c'est grâce à ça que je fais ce que je fais maintenant, c'est d'être en famille sur un bateau, de se faire plaisir, de jamais avoir peur, mais de respecter la puissance, de la mer et d'apprendre aussi le sens marin, de mes parents, tout en esprit, ouais, familial, vacances, plaisir et oui, c'était les souvenirs, génial. Donc c'est famille, vacances, plaisir. Le fait que ça bouge, ça rajoute quelque chose ou c'est principalement tu crois que tu aurais pu créer une ambiance comme ça à terre? Je pense que ça bouge, oui, bah, j'ai eu de la chance d'être très peu malade en mer, donc Mmh. peut-être c'est grâce à ça, grâce à d'avoir bougé sur un bateau tout le temps, et de bouger sur un peu partout, entre la France, l'Angleterre, le golfe de Gascogne, la découverte, l'aventure, c'était, chouette et puis, que ça bouge, en famille, ça n'a pas empêché, ouais, j'ai les souvenirs de ma maman en train de faire de rôti de bœuf, par force 7 pendant qu'on naviguait, en famille donc c'est pour moi la vie sur un bateau, ça peut être la vie normale, en fait. Et alors c'était le début, d'une grande aventure, une grande carrière. Rebecca. Vous venez donc d'une famille de marins, puisque votre grand-père était commandant de sous-marins, mais même si cet univers vous étiez familier, ce n'était pas votre objectif à la base. Vous avez d'abord été diplômé de l'université de Cambridge où vous aviez étudié l'ingénierie et tout a vraiment commencé quand vous aviez 21 ans. Vous étiez en train de faire vos études et vous êtes allé naviguer avec des amis.
Vous n'aviez pas d'expérience, c'était juste pour essayer. Et puis vous avez continué, vous avez séché les cours pour pouvoir aller naviguer, mais vous avez eu votre diplôme quand même. Et puis vous avez été prise dans un équipage malgré votre jeune âge. Vous avez quitté votre université presque sans dire au revoir. Et en 1998, vous participez au trophée Jules Verne avec un équipage entièrement féminin. Et c'est là où vous avez la preuve que vous pouviez gagner votre vie en faisant de la voile. Vous courez ensuite 3 fois la solitaire du Figaro, 3 fois la Transat AG2R et battez 2 records de la traversée de la Manche et 2 records du Tour des îles Britanniques. Vous devenez ensuite skipper puis commandante et terminez quatrième du Vendée Globe 2008-2009. Début novembre 2018, vous tentez votre première route du Rhum, qui est également votre première course en solitaire à bord d'Initiative Cœur, mais victime d'une avarie, vous abandonnez une semaine plus tard. Vous faites partie des 6 femmes concourant pour le Vendée Globe en 2020, une expérience très importante pour vous. En 2021, vous terminez cinquième de la Transat Jacques Vabre, puis vous décidez de revendre votre bateau et lancer la construction d'un nouvel IMOCA en vue du prochain Vendée Globe 2024. Il sortira près du hangar un an plus tard, équipé de ce qu'on appelle des foiles, une surface qui permet de soulever partiellement ou totalement la coque hors de l'eau, prêt donc pour le prochain départ du Vendée Globe. Alors tu t'es parti, très bien parti même pour être ingénieur. Tu étais à Cambridge Oui. et alors tu as décidé de tout plaquer et alors moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé, dans ta tête à ce moment-là pour faire un revirement comme ça de vision sur ta carrière professionnelle et comment, a pu réagir ton entourage proche? Je pense pas que j'ai dû plaquer. Je pense Ah que, quand même, j'ai la chance, mes parents m'ont toujours, dit: «Il faut faire un diplôme, après, tu peux faire ce que tu veux». Ils m'ont dit: «Tu fais ta diplôme et après si tu veux aller donc naviguer, le très diplôme bien». c'était la Donc délivrance. j'ai eu le diplôme, c'est bon, et puis 2 jours 2 jours plus tard, je suis embarquée sur un bateau pour faire, oui, un projet tour du monde, mais c'est pour moi, c'était une opportunité, incroyable, je remercie Tracy Edwards, le skipper, jusqu'à ce jour maintenant parce que c'est grâce à cette opportunité-là elle m'a offert. J'étais jeune, j'avais jamais fait traverser l'Atlantique elle a embarqué, ouais, j'étais une des 3 jeunes, embarquées sur ce bateau pour faire ce tour du Et monde. pourquoi elle t'avait choisi toi? Tu avais une Heu détermination hors norme? Tu avais des capacités qui étaient utiles sur un bateau? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regarde maintenant avec un peu de recul, parce que maintenant j'ai aussi été skipper d'un équipage, féminin pour un tour du monde et d'être skipper, c'est pas facile non plus. Il faut construire son équipage et dans l'équipage, il faut, des groupes de personnes différentes. Moi, je suis pas du tout manager, je pense qu'il y a les grands patrons qui peuvent m'apprendre, mieux ça. Mais, je pense quand elle m'a choisie, j'étais jeune, enthousiaste. Je j'arrivais toujours sur mon quai à l'heure, je savais naviguer, je m'entendais bien avec tout le monde, je souriais tout le temps, et j'avais ce diplôme d'ingénieur qui a fait que quand on part autour du monde sans escale sur un bateau qui est complexe quand même, on est capable de réparer les systèmes, donc j'étais utile, je pense, en tant qu'équipier, de base, il faut, un peu d'expérience, beaucoup d'enthousiasme et surtout un équipage qui s'entend bien ensemble. Et alors, donc tu faisais partie de ce premier équipage, ensuite, entièrement féminin à s'élancer sur la course, Jules Verne. Tu avais 24 ans à l'époque, et est-ce que tu avais conscience d'innover? Est-ce que tu avais conscience de faire quelque chose, d'inédit, à l'époque? Oui, oui, j'avais conscience parce que, heu, pourquoi moi j'ai embarqué, aussi jeune avec peu d'expérience, c'est parce qu'il y avait très peu de femmes dans le monde, qui avaient l'expérience. En fait, il y avait personne, donc on était, nous, pionnières à ce moment-là d'être la première équipage, féminin, les premières femmes à tenter à faire une trophée Jules Verne et en fait, jusqu'à ce jour, maintenant, on est le seul parce qu'il y a aucun équipage féminin qui est parti depuis. Maintenant, il y a Oui, il Alexia y a Barrier. Alexia Barrier qui va repartir l'an Heu, prochain là, c'est ça? oui, oui, donc c'était oui, j'avais vraiment l'impression à tel point que, on avait aussi la pression du milieu, du public, il y avait, pas grand monde qui a cru qu'on était capable.
même nous-mêmes, on savait qu'on maîtrisait mal le bateau et il fallait beaucoup travailler, beaucoup s'entraîner pour et faire appel aux grands navigateurs français d'ailleurs, parce qu'on a fait appel aux Français qui avaient l'expérience de multicoque pour venir, nous entraîner. Heu, mais oui, c'était quelque chose pour moi et jusqu'à ce jour, c'est quelque chose incroyable, que je suis très fière d'avoir fait partie. Alors tu recherchais, le plaisir avant tout et d'ailleurs c'est de la même manière quand tu t'es lancé dans la compétition, tu as aussi fait une préparation pour les Jeux olympiques, de 2002 mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et alors Non. pourquoi? Pas tu au bout de la préparation, je veux dire. Pourtant tu étais avec une équipe qui était, non seulement médaillable, mais qui d'ailleurs a eu, la médaille d'or juste après. Exactement, j'ai eu la chance de naviguer beaucoup avec Shirley Robertson qui est, une des femmes, les plus performantes de la voile olympique qui a eu 2 médailles d'or, et j'étais dans son équipage pour préparer les Jeux, mais c'était sur un petit bateau qui avançait pas très vite et dans les petites régates où on avait la terre toujours, on rentrait tous les soirs, et pour moi, il me manquait de l'aventure. Donc je c'est un des seuls moments où parfois je me levais le matin et je me demandais pourquoi j'étais là. Hem Et l'appel du large était beaucoup plus forte pour moi. L'appel de partir au large, de naviguer, plus loin, de pas voir la terre, qui m'a oui, qui a fait appel et je pouvais pas résister à ces opportunités-là, et moi, j'ai senti que si, en tout cas pour moi, si je suis pas assez passionnée par ce que je fais, pour avoir une médaille olympique, il faut s'investir à fond, D'accord, rentrer à terre tous les soirs, ça t'allait pas. Tu non, partais pas du de tout assez loin. rentrer, prendre de la ma douche et dormir dans un lit chaud, Non, non, oui. c'était pas assez. Donc Shirley, quand, j'évoquais le sujet avec elle, elle me dit: «Mais, tu veux pas porter, la tenue, de l'équipe britannique, tu peux pas imaginer avec la médaille?» Et j'ai dit: «En fait, non, et je pense avec moi, on va pas avoir parce que je j'aime pas, autant pour investir, assez pour avec toi» et du coup, oui, j'ai résisté à ce prépa olympique pour repartir au large et elle a eu la médaille avec, quelqu'un d'autre qui était beaucoup mieux placé pour, naviguer dans cet équipage-là. Alors l'appel du large est donc effectivement très fort et donc tu t'intéresses, assez rapidement par, la plus grande course, au large, hein, le Vendée Globe, en solitaire, sans escale et sans assistance, hein, qui part des Sables d'Olonne et qui arrive aux Sables d'Olonne en passant par, voilà, tout, l'Atlantique, le cap de Bonne-Espérance, les 40 et 50, hurlants et rugissants, le Cap Horn et retour, aux Sables d'Olonne. Donc ça représentait quoi pour toi le Vendée Globe justement à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Et au-delà de l'appel de la course au large avec tout le challenge que ça représente, pour toi, c'était quoi que tu allais chercher? C'est le Vendée Globe, c'est un peu notre Everest à nous les marins, c'est un peu le classique. Pour moi, j'adore ça, l'aventure, de partir au large, de naviguer et le Vendée Globe, c'est le rêve ultime parce que c'est la course la plus longue, donc moi qui adore naviguer au large, c'est là où je peux aller m'exprimer le mieux parce que ça continue, tout autour de la planète et sans escale, donc c'était ce rêve-là d'aller, au large, de me tester moi et mon bateau. Je savais que j'étais capable de faire un tour du monde, mais je voulais aussi, faire un tour du monde, en étant performante, avec, mon bateau, mon expérience. Je voulais, me donner à fond, donc il y a ce côté, aventure, mais couplé avec une course avec les meilleurs navigateurs du monde, heu pendant, 3 mois sans arrêt. C'était ça qui je cherchais, et aussi, c'était le moment, parce que je sentais que j'étais capable de le faire et capable de le faire, à un point où je suis fière de moi. Et c'est ça que j'allais chercher, de vraiment performer, le mieux possible. Mais alors donc du coup, tu as,
cette volonté d'aller, chercher les limites de toi-même, de ton bateau. Est-ce que ça tu penses que le fait d'avoir fait le tour de la Terre comme ça plusieurs fois, ça te donne une meilleure compréhension de la planète elle-même? C'est-à-dire, tu es sûr qu'elle est ronde déjà, tu as fait le Oui. tour, voilà, ça tu l'as vu. J'ai Heu, pas tombé, non, du pas tombé. Est-ce que tu penses que ça te donne une vision différente justement sur, sur notre Terre, sur la planète, sur l'endroit dans lequel on vit? Le fait d'avoir fait le tour, c'est pas grand monde qui a fait le tour en plus, enfin je veux dire en bateau, c'est-à-dire, vraiment, collé, à tout le tour de notre planète. Bah, oui, déjà sur le Vendée Globe, je crois qu'on est, à peu près 80, Mmh. navigateurs qui dans l'histoire de la course qui a fini le Vendée Globe. Donc si on compare ça, Oui, au nombre de gens. nombre de gens qui ont monté dans les stations spatiales par exemple, c'est plusieurs centaines, Mmh. donc on est vraiment les privilégiés. Donc pour moi, c'est un privilège de pouvoir déjà faire, mon passion, mon métier et de pouvoir faire ça tout le temps. Mais c'est un privilège aussi, comme tu dis, d'aller, sur la planète et moi, ça m'arrive plusieurs fois et surtout dans le mer du Sud, le Pacifique Sud, le point Nemo, le point le plus loin de la Terre dans tout le tour du monde. Quand, je suis dans ces eaux-là, c'est assez effrayante parce qu'on est vraiment seul, on sait Mais c'est pas ça, c'est on les sait que personne 40e rugissants, 50e 50e hurlants. ouais, Les marins disent que, dans les 40e rugissants, il y a plus de loi et dans les 50e hurlants, il y a plus de Dieu. Enfin, il y a des vagues de 6 à 10 mètres, il y a oui, des vents incroyables, des icebergs, des albatros, des baleines, on voit les choses même un simple, je dis un simple lever de soleil. Quand on fait le tour du monde sur un Vendée Globe, en fait, on chasse le lever de soleil. Le soleil se lève toujours devant les traves du bateau. Et parfois, je regarde ces vues comme ça, la mer, l'horizon, les nuages, les ciels de tempête, le lever de soleil, dans ces zones-là, loin de tout, j'ai dit: «Mais, peut-être là, je suis sur un point GPS, sur cette planète que personne dans l'histoire a jamais passé sur ce point». Parce que le Pacifique Sud, c'est tellement loin de la Terre. Il y a tellement peu de monde qui ont eu la chance, le privilège de passer par là, qu'il reste encore, je pense, les points GPS comme ça que personne n'a jamais passé exactement où là je passe et on peut pas même payer pour, aller voir cet endroit-là ah avec non, ce bah, fatigue, oui. ces émotions, tout seul sur un bateau. C'est un quelque chose qui dans ce monde où on peut quasiment payer pour aller tout faire où tu vois, là, on est les privilégiés de les skippers du Vendée Globe d'avoir cette expérience, qui est, ouais, hors, ouais, ouais, il y a très peu de monde qui peut aller faire ça et voir cette planète qui est encore magnifique, malgré ce qu'on voit dans les médias qui est plutôt, ouais, c'est dur, le la situation de la planète, mais nous, on voit qu'elle est encore vivante et qu'il y a encore d'espoir et qu'il faut continuer le bon travail, qu'on fait, pour protéger ça. Et alors depuis 2015, tu es rentré dans une nouvelle phase, de ta carrière avec ton bateau justement, Initiative Cœur, avec lequel tu soutiens une cause qui t'est chère, c'est, mécénat chirurgie cardiaque. Comment s'est passée la rencontre et comment est-ce que tu les aides, concrètement? C'était une rencontre avec un autre skipper, Tanguy Delamotte, qui a créé ce projet Initiative Cœur qui est unique et lui, il a décidé de prendre sa retraite, de partir habiter, aux États-Unis et il m'a proposé de prendre le relais et prendre la barre du bateau. J'ai découvert cette association magnifique, qui aide les enfants qui ont les malformations cardiaques, qui ont pas de chance d'être nés dans les pays où ils ne peuvent pas être soignés chez eux. Donc ces enfants-là, ils sont avec l'association Médecins Chirurgie Cardiaque, qui sont emmenés en France, pour être soignés, ici en France et c'est pour ça qu'il faut lever l'argent pour payer les frais, médicaux pour eux. Donc ce projet est unique et j'ai de la chance de représenter ça. Donc j'ai des partenaires qui soutiennent la cause, et pendant chaque grande course, on fait une opération qui s'appelle «Un clic, un cœur» et pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux du projet, mes 3 partenaires, ils donnent tous 1 € Mmh. à la cause et donc c'est un projet qui est à la fois sportif, j'ai essayé de gagner les courses, mais l'objectif solidaire est aussi important pour moi. Donc c'est un projet qui a du sens
et je vois ça en vrai, je vois les enfants qui sont sauvés par le projet. Et grâce à cette course, notamment le dernier Vendée Globe, vous avez pu, sauver plus d'une centaine d'enfants, hein, c'est ça? Plus d'une centaine 102 d'opérations. enfants, ouais, 102 ouais. enfants. Alors merci Sam, après avoir, exploré justement ton parcours, il est l'heure pour nous de prendre le large et de partir à la rencontre de tes émotions. Alors ton monde à toi, c'est la course au large, en solitaire, mais au service des autres, on vient de le voir et parfois les courses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Rebecca? Vous avez donc fait partie des 6 femmes qui ont concouru pour le Vendée Globe en 2020, toujours sur Initiative Cœur. Vous participez à cette édition en même temps que votre compagnon. Et le 5 décembre, vous annoncez votre abandon après avoir percuté un OFNI, un objet flottant non identifié. Vous êtes donc obligé de sortir le bateau pour réparer sa quille gravement endommagée. Vous vous rendez au Cap, en Afrique du Sud, mais vous espérez quand même pouvoir terminer la course hors compétition. Vous êtes perfectionniste, vous aimez la vitesse et vous n'oubliez jamais que vous courez aussi pour sauver ces enfants. Et c'est pour cela que vous avez tenu à terminer cette course, pour continuer à faire connaître le projet. Ça a été dur de la poursuivre psychologiquement, comme vous le dites, mais vous l'avez quand même fait. Oui. Alors une course, comme ça évidemment, c'est un grand 8 d'émotions. Alors, on a parlé un petit peu de ce que tu peux ressentir, comme attirance vers le grand large, comme attirance pour la course, pour la compétition. Mais alors quand le bateau a heurté, un OFNI de cette manière-là et que tu as senti que tu allais devoir abandonner, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comme pour toi? D'abord, c'est un énorme frayeur puisque c'était très violent. J'étais projetée dans le bateau, j'ai cassé des côtes aussi. C'était la nuit? Heu, C'était la nuit. Forcément, grand problème comme ça sur les bateaux, souvent ça arrive, tomber de la nuit, comme ça on a toute la nuit noire devant soi pour gérer le problème, dans la tempête avec la mer énorme donc d'abord un grosse frayeur pour le bateau, que j'allais perdre la quille, que le bateau il peut se chavirer, je peux perdre le bateau. La peur, ça crée aussi des émotions qui nous aident à mettre en automatique pour gérer les problèmes les côtes, je ne les sentais pas, les côtes cassées, jusque le bateau était en sécurité. J'ai vérifié et j'ai eu de la chance. Il y avait des gros dégâts, mais le bateau était, en état pour rallier tout seul, Cape Town. Donc assez vite, le pas est parti et là, c'est la grosse déception de j'ai rendu compte très vite que c'était pas possible de continuer sans escale, sans assistance, et là, ça signifiait un abandon et quand on prépare un Vendée Globe qui arrive que une fois tous les 4 ans avec une équipe derrière soi, des sponsors, son famille, tout il y a beaucoup de monde qui investit dans un projet comme ça, et même si c'est pas sa faute, en fait, c'est une déception. On se sent coupable, que pour cet abandon, la déception, la tristesse, la frustration, assez vite, j'arrivais à digérer ça. Je voulais arrêter la voile pendant, quelques heures. Ah, tu as voulu carrément arrêter la voile? Oui, mais heureusement, j'avais 2 jours pour arriver jusqu'à Cape Town et Voilà. les 2 jours, c'est un bon temps pour réflexion, et là, j'ai bien réfléchi. J'adore la voile, l'aventure, le large. Je navigue pour une cause. Les enfants, ils ont besoin de moi, et là, j'avais encore le bateau, bien sûr endommagé, mais réparable avec une super équipe motivée pour, mettre tout en œuvre pour pouvoir continuer, pour moi, il y avait pas de question, il fallait, Heu, se pour se vaincre, en fait, de combattre, cette peur, il fallait repartir et aussi pour sauver les enfants, il fallait repartir. Le temps d'arriver à Cape Town, j'avais décidé que non, j'arrête plus la voile, je vais continuer je on va tout faire pour pouvoir repartir, faire le tour du monde, hors course, mais j'ai la chance d'avoir un super bateau. Et tu n'as pas Heu tes proches qui t'ont dit, «Rentre à la maison, on t'attend, d'ailleurs, déjà enfin il y a Noël, bientôt, voilà, on t'attend à la maison»? Non? Bah, oui, ça peut être un très en fait, c'est quelque chose que je pense si j'avais pas préparé en avance, cette éventualité sur un Vendée Globe, il y a à peu près 50 des concurrents qui finit en course. Donc avant de partir sur le Vendée, je me suis pas mis la tête dans le sable à cette question de il peut avoir un abandon. Comment je fais, s'il y a un problème grave? C'est dur comme sportif avant une course, on a plus tendance à dire, «Je vais gagner, je vais gagner», c'est dur à penser à «l'échec» entre guillemets, mais pour un Vendée Globe, pour moi en tout cas, c'était important de dire:
si un problème, je fais comment? Et avec l'équipe, on voulait tout mettre en œuvre pour, faire le mieux possible pour, surtout pour mes chirurgie Mmh. cardiaque, et moi aussi pour, pouvoir continuer à profiter de cette opportunité un maximum. Et ça te donne autant d'énergie, tu penses, justement le fait de naviguer pour une cause que le fait de naviguer pour une compétition? Qu'est-ce qui est le plus fort? Les 2. Les 2. Je suis compétitrice, mais les jours où, quand en tant que compétitrice, si on a un problème, on perd une place, on se fait doubler ou on a un problème technique, on doit ralentir, ça peut être, frustrant et facile à baisser les bras, et à ce moment-là, je regarde ma voile et là, j'ai la tête de Neyla, une petite fille qui a été sauvée par le projet en 2018. Je vois sa tête et elle symbolise en fait tous les enfants qui sont sauvés par le projet et ça m'aide à relativiser. Dire déjà, eux, ils ont pas choisi d'être malades, il y a personne pour eux, si moi j'y arrive pas donc oublie la compétition, rappelle-toi que tu es là aussi pour eux et c'est hyper motivant. Alors justement, c'est un peu contradictoire vu de loin. On se dit: «Bon, c'est quand même une course en solitaire justement, tu es toute seule». Mais en même temps, tu l'as fait pour les autres, tu l'as fait aussi pour toi, et cette solitude quand tu es toute seule sur la mer, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu penses que ça a forgé dans ton caractère durant un Vendée Globe? Parce que tu as le temps de te demander pas mal de fois, enfin, de te poser toutes les questions parce que tu es quand même Mmh. alors, dans le sens, tu es très occupée à faire avancer le bateau évidemment, mais enfin, tu es quand même toute seule donc Oui et c'est rare dans ce monde de se retrouver vraiment tout seul et sur un Vendée Globe, on n'a pas le droit d'avoir le routage métier, d'avoir quelqu'un qui nous aide en stratégie. Donc, on doit prendre toutes ces décisions tout seul. Les décisions pour la route, pour la course, pour le bateau. On est tout seul pour régler, pour notre sécurité. Si on se blesse, il y a plein de choses en fait qui arrivent et c'est que quand on est tout seul qu'on rend compte que le soutien d'avoir quelqu'un avec soi est important, juste d'avoir quelqu'un. Oui, tu as raison. En fait, on n'a pas ça, non, sur il y a personne nos qui te dit bateaux ça. Alors justement, quand tu prends et tes décisions, c'est plutôt rationnel, émotionnel, c'est un mix des 2. Tu fais confiance à ton instinct. Enfin, on l'a vu, quand tu as décidé de ne pas aller faire les jeux olympiques, c'était, vraiment émotionnel. Tu t'es dit: «Ça, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'aller faire ma course au large». Quand tu es parti, sur un bateau plutôt que de continuer à une carrière d'ingénieur, en sortant de Cambridge, c'est pareil, tu as suivi tes tripes, tu as suivi ce que tu avais envie de faire. Quand tu prends des décisions de navigation comme ça sur l'eau, tu suis quoi? Tu suis les outils ou tu te dis: «Moi, je vais passer par là et ça va marcher»? un petit peu les 2. Donc, on a beaucoup d'outils qui nous aident, le routage, le métier, donc la technologie, ça nous aide beaucoup. Mais, comme on voit parfois à la télé, les prévisions météo ne sont pas toujours bonnes. Donc, il reste encore le sens, le feeling, le sens à regarder le ciel, les nuages, l'expérience d'avoir déjà été dans cet océan-là. Et après, il y a le feeling pour le bateau, puisque nos bateaux sont des machines qui sont très puissantes, mais à la fois fragiles. Et pour gagner une course, il faut arriver et il faut pas exploser le bateau, qui vont très vite, qui sont sous les charges importantes. Donc, il y a aussi cet respect pour la machine. Donc, il y a tout une mélange un mélange de tout. C'est là où c'est difficile parfois à prendre des décisions puisque ça peut être aussi pour, de décider de traverser une tempête. Est-ce que moi je suis capable? Est-ce que mon bateau peut passer ça sans tout exploser? Et quand il y a pas quelqu'un à côté pour aider à prendre ces décisions-là, on se sent vraiment seul. Mais c'est là aussi, c'est un peu addictif parce que quand on prend ces décisions, on gère un bateau puissant, on arrive à aller super vite et on arrive à réparer quelque chose on ne pensait pas capable. C'est une sensation de réussite incroyable. Quand on maîtrise tout seul sur un bateau qui contourne la planète, on trouve les forces qu'on pensait qu'on n'était pas capable. Et le corps humain, c'est là où on découvre en fait, le corps humain est capable à faire des choses qu'on pense pas Donc possible, tu repousses tes limites. les limites de doula, de sommeil, de maîtrise de la matériel du bateau, de pouvoir faire, du strat, la composite, réparer du hydraulique, Ah oui, en plus, faut être bricoleur, ouais. et Faut savoir donc tout c'est faire. là où on trouve nos limites et nos limites sont loin au-delà de ce qu'on pense et c'est assez addictif. Alors, on a une question pour toi de Orso Chetoshin, qui est le directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, justement.
Bonjour tout le monde et coucou Sam, j'espère que tu vas bien et que ton bateau est en train de se faire une beauté pour être le plus beau et le plus fort évidemment sur le vent des globes. Ma question, tu la connais, c'est toujours la même. Est-ce que tu penses qu'un jour tu auras le temps d'être famille d'accueil, toi qui as sauvé autant d'enfants en parcourant les océans? Est-ce que lorsque tu seras peut-être un peu plus à terre, tu auras le temps ou l'envie d'accueillir un enfant? Voilà, je t'embrasse, on t'embrasse avec Francine, avec tous les bénévoles et toutes les familles d'accueil. Alors, Ah oui, bah, c'est un rêve, à moi de pouvoir être famille d'accueil. Je rencontre, énormément de familles d'accueil qui, donc médecins chirurgie cardiaque aident les enfants, malades. Quand ils viennent en France, ils viennent pas avec la famille, ils sont accueillis par ces familles qui sont bénévoles, qui donnent 2 mois de leur temps pour accueillir un enfant comme si c'était leur enfant chez eux. C'est quelque chose. Nous, on aide médecine chirurgie cardiaque, avec, mes partenaires, avec le public, l'argent est très important, mais ce qu'ils donnent ces familles-là, c'est au-delà de l'argent et oui, c'est un rêve de pouvoir faire ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils, qui est en bonne santé, et oui, si bah, le jour que j'ai le temps de donner, pour être famille d'accueil, avec plaisir, je vais faire ça. J'ai hâte et je pense que mon fils, il aimerait bien aussi parce qu'il vit avec moi cette aventure et il voit les enfants aussi, et chapeau et merci à toutes les familles d'accueil, en France, pour ce que vous faites pour ces enfants-là. merci Sam pour ta générosité dans ce partage d'expérience. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. Séquence Actu 2024 promet d'être riche en émotions pour toi, Sam. Rebecca va nous raconter tout cela. Jamais l'engouement pour le Vendée Globe 2024 n'a été aussi fort pour la 10e édition du Tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Et sur les 44 skippers qui ont déposé leur dossier de candidature, vous faites une nouvelle fois partie des 6 femmes qui vont concourir. Ce sera donc votre 4e participation au Vendée Globe. Et cette année, vous aurez pour la première fois un bateau en mesure de gagner. C'était votre objectif, disposer d'un bateau ultra compétitif et qui vous permet de viser de très belles places. Départ prévu donc le 10 novembre au Sable d'Olonne. Cette course est surnommée l'Everest des mers puisqu'elle est la plus exigeante de toutes les courses à la voile. Un moment très attendu du public pour son 10e anniversaire. Une édition toute particulière qui promet de marquer les esprits et qui démarre dès le mois de mai pour la dernière de qualification. Alors, quatrième Vendée Globe, tu as un bateau qui vole sur l'eau, comme tu dis, hein, avec ses foils. Oui. Et donc, est-ce que tu as un objectif ou plusieurs objectifs en tête? Ou est-ce que tu y vas pour le plaisir, tu y vas pour la compétition, tu y vas pour les causes, tu y vas pour tout ça à la fois? Pour-tu et oui, comme tu dis, on vole et on est les pionniers aussi puisqu'on va être les premiers à semi-voler, autour de la planète, propulsés par le vent, sur ces machines, c'est incroyable. Oui, j'ai de la chance d'avoir un super bateau, le bateau Initiative Car, c'est un bateau qui est parmi, des plus rapides de la flotte. Il est sorti Heu, en juillet 2022, c'est ça? oui, oui et j'ai une super équipe aussi derrière moi qui moi je fais pas ça tout seul, j'ai une équipe technique qui prépare le bateau, pour que j'ai confiance de pousser à ses limites, et moi à mes limites aussi. La flotte 40 bateaux et il y a des très, très bons navigateurs, navigatrices. Le plateau est hyper élevé. Donc oui, si j'arrive à rester dans le match avec, le peloton de tête, je serai ravie. C'est ça, je vais tout donner. Je veux être fière à l'arrivée. Donc objectif, sportif, objectif aussi solidaire. Depuis le début du projet Initiative Cœur en 2009, on a sauvé, 384 enfants, je pense, et on a un grand objectif à la fin du Vendée Globe, d'avoir sauvé 500 enfants avec l'histoire du projet Initiative Cœur. Donc des gros C'est objectifs, atteignable. cette année. On va tout faire pour, te soutenir, pendant cette course, Merci. incroyable. Et nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission, c'est le Quizella. Oula. Alors séquence Quizella, c'est les règles sont toutes simples, hein. Je te pose plein de questions, il faut répondre rapidement, ça va vite. Tu prête? OK. C'est parti. Ton plus beau souvenir en mer? Le Cap Horn. Ton pire souvenir en mer? Un dimatage, lors du Vendée Globe 2012. Ta potion magique à toi, ce qui te motive?
Ce qui me motive, c'est la plaisir, et la chance, le privilège de faire ce que mon passion comme métier. À l'inverse, ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit, ce qui te démoralise. Heu, Ce qui démoralise. J'ai un petit peur de oui, de pas arriver, les problèmes techniques. Non, les problèmes techniques, ça démoralise plus d'une personne, c'est les problèmes techniques. Alors, le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il te fait gagner. À mon bateau, j'ai pas donné petit nom, mais nous, on a les pilotes automatiques Ouais, qui barrent nos bateaux quand on dort, quand on règle les voiles, d'accord. et Tu il lui as pas s'appelle donné un petit nom. Maverick. Maverick. Oui. Et le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il fait pas ce que tu veux. Je pense que je peux pas prononcer ça en D'accord. La sur un télé. je comprends. La sensation qui te vient à l'esprit quand tu penses au grand large. À la plaisir. Ton remède anti-coup de barre. Heu, le lever de soleil. Ton rituel d'avant la course. Essayer de dormir le maximum possible. La première personne que tu veux voir quand tu rentres, sur terre. Mon fils. Ton fils. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Rocket scientist. Ah ben voilà, donc c'était l'autre Comment on dit ça parcours. en français? Fusée Ingénieur de fusée, enfin, oui, c'est voilà, ça, oui. un scientifique pour les fusées. Et justement, si Thomas Pesquet te propose de partir sur Mars avec lui, est-ce que tu y vas? Non, j'avais pas dans les avions déjà, donc dans un fusil d'espace, non. Non, mais je vais travailler dans son équipe technique. Ah voilà, rocket scientist. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? De gagner le Vendée Globe. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? Aidez-moi à sauver les enfants. Eh bien, message entendu. Merci de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur, cette chanson que tu as sélectionnée, Girl Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. On a même retrouvé une vidéo de toi dansant sur ton bateau sur cette musique. Je sais plus quand c'était. Dans les mers du Sud, C'était en quelle année? en 2009, dans les mers du Sud. Et voilà, Sime Des Davis. super souvenirs. Alors, c'est des souvenirs? Ouais. Bon. Eh bien écoute, sur cette musique, on va te suivre, sur le prochain Vendée Globe avec, beaucoup d'attention et puis, on va soutenir aussi, avec toi Initiative Cœur Merci. et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Merci beaucoup Sam de Merci nous avoir Fred. partagé ton expérience de C'était un pionnière. plaisir.